Eh bien, bonjour à tous et merci d'être ici. Bienvenue au festival Perspective qui va donc se dérouler pendant ces 2 jours. Donc, moi, je suis François-Xavier Petit, je suis directeur général de Matrice. Et donc, au nom de Matrice, mais aussi de tous les partenaires qui sont associés à ce festival Perspective, le Maïf Social Club, le Centre des Monuments Nationaux, dans lequel nous allons réaliser une partie aussi des événements, des conférences, des ateliers, et puis Chronique qui s'est joint à nous pour cette belle programmation. Je vous souhaite la bienvenue. Merci donc d'être parmi nous pour ces 2 jours, pour ce festival qui porte l'ambition d'un numérique qui pense. Et c'est ça qu'on veut pouvoir développer à Matrice, et dans le cadre de ce festival, l'ambition d'un numérique qui pense et qui se pense. Et c'est ça qui est intéressant et que l'on va essayer de réaliser ensemble. Car c'est bien le sujet, c'est pas simplement la volonté de pouvoir réfléchir avec simplement les gens qui sont sur la scène, mais aussi en vous associant, vous tous ici, et puis ceux qui vont nous rejoindre dans ces 2 jours, pour pouvoir avoir une pensée critique en commun. Alors, je vous dis un mot de d'où on parle, d'où on vient et pourquoi est-ce qu'on dit ça. Un mot de Matrice, tout d'abord. Matrice, c'est donc un programme d'entrepreneuriat, un programme de recherche, un programme professionnel aussi, avec vocation d'emmener des entreprises, des institutions publiques dans une réflexion sur le numérique et dans une pratique de l'innovation et de la transformation. Bientôt, ce sera des programmes artistiques, des programmes amenant avec nous également des demandeurs d'emploi et des salariés dont l'emploi est fragilisé par le numérique. Et on pense que là est notre responsabilité aussi que d'aller chercher ces acteurs-là pour pouvoir construire avec eux des futurs numériques bien différents que ceux qu'on leur promet et qui sont souvent la fin de l'emploi. Matrice, c'est donc la rencontre entre l'économie, les startups, les aventures professionnelles, et une réflexion critique sur la technologie. Avec l'idée que c'est pas simplement parce qu'il faut qu'on pense, c'est parce que c'est important de penser. Avec l'idée que l'avenir du business, si on devait utiliser ces termes-là, doit embarquer des sciences, doit embarquer un recul critique, doit embarquer une vraie pensée du numérique, sinon le numérique avancera sur les bases qu'on lui connaît malheureusement trop largement, dans un format et dans un modèle prédateur, et donc destructeur de la société. Du coup, la question est de dire comment est-ce que non seulement on est capable de le conceptualiser, mais aussi de donner des formes qui permettent de contourner ces écueils et même inversement de construire d'autres modèles. Alors attention, c'est pas l'art pour l'art, c'est pas parce que c'est bien de penser des modèles alternatifs, pas du tout. C'est parce qu'à l'intérieur de cette logique-là, il y a une vraie logique économique. On pense qu'il y a des marchés, on pense qu'il y a un avenir économique dans cette approche alternative du numérique. Et puis, Matrice, c'est l'idée que les savoirs doivent, à un moment ou à un autre, rencontrer bien plus largement la société. Et que cette rencontre avec la société, elle doit se faire encore plus largement par le biais des technologies numériques. En somme, pour sortir les savoirs des universités, des cénacles savants, et leur donner toute la force qu'ils méritent, et l'outil numérique doit être au cœur de cette logique-là. Alors je ne dis pas que rien n'existe et que tout est à inventer, mais en tous les cas, ce n'est pas nécessairement la pente des acteurs numériques qui nous viennent à l'esprit, bien au contraire, et c'est aussi ce à quoi on veut contribuer. Ça veut dire que les algorithmes vont devoir se comporter différemment, que d'autres formats de données ou d'usage des données vont devoir être inventés et exister, que l'attention, notre attention, nos facultés de concentration vont devoir être maniées différemment et avec beaucoup plus de précautions que ce que l'on voit actuellement. Voilà, ça fait partie de ces sujets que nous on veut adresser, qu'on embarque sous un vocable qui est le vocable de technologie de savoir, qui veut dire à la fois un savoir sur les technologies, mais aussi la faculté d'utiliser les technologies pour diffuser des savoirs. De fait, Matrice, dans cette perspective-là, se pense d'abord comme une université alternative, une université augmentée, une université productive aussi, d'un certain nombre d'outils, de solutions qui permettent d'incarner ça. Donc voilà, Matrice, c'est cet objet universitaire non identifié, d'une certaine manière, qui est à la fois le générateur de projets, l'incubateur de start-up, le producteur de laboratoires de recherche, et bientôt, ce que je disais, artistes et demandeurs d'emploi vont nous rejoindre avec des méthodologies bien précises. De fait, on est un peu toujours sur un fil, à
passer pour des bisounours quand on discute avec les investisseurs, les VC, tous ces gens qui parlent en anglais tout le temps, et en même temps à être toujours suspect de dévoyer parfois la pureté d'une réflexion scientifique, parce que l'on pratique aussi des modèles économiques quand on regarde du côté des mondes de la recherche, mais on ne déviera pas de cette ligne-là. Il va falloir s'habituer à pouvoir essayer de rassembler pas les contraires, mais en tous les cas des acteurs qui ne pensaient pas forcément dans la même direction. Donc il faudra compter avec nous sur ce sujet, et Perspective est un moment pour pouvoir aussi ancrer et fonder ces réflexions-là. Voilà ce que dit donc Perspective. C'est 2 jours pour vous emmener là où on pense et là où on crée. 2 jours pour porter une pensée critique du numérique et ce qu'elle produit. 2 jours aussi pour poser des questions fortes. Alors, je fais une petite présentation de ce que l'on va voir pendant ces 2 jours. 2 jours donc pour poser des questions fortes. Nos cerveaux se laissent-ils dompter par les technologies? C'est l'intervention tout à l'heure de Thibaut Dumas et de Vincent Dupin. La question du genre, du design et de la technologie, c'est Frédéric Coppa qui interviendra sur ce sujet tout à l'heure. Donc vous voyez, on va aller chercher des problématiques importantes. Cet après-midi, d'ailleurs, l'idée est de faire un festival itinérant et d'aller se promener dans différents lieux. On sera au Centre des Monuments Nationaux, qui a la gentillesse de nous accueillir et de participer à ce festival à partir de cet après-midi. Donc festival itinérant, et demain, ce sera au sein de Matrice avec d'autres questions tout à fait centrales autour de l'obsolescence programmée de l'économie circulaire, comment régénérer nos écosystèmes. C'est Laetitia Vasseur du collectif HOP, Halt à l'obsolescence programmée, qui viendra parler. Demain, on parlera également souveraineté numérique, avec les architectures souterraines, physiques, matérielles, car le numérique n'est pas seulement des données dans le cloud et des intelligences automatiques et a priori sans humain, mais je crois qu'on reviendra sur ce sujet dans quelques instants. 2 jours aussi pour pratiquer, parce que, et je reviendrai sur ce point juste après, l'un des sujets, c'est aussi de mettre les mains dans la technique. C'est pas simplement se contenter d'une approche théorique, mais c'est de rentrer dedans. Même si on n'est pas technicien soi-même, il ne s'agit pas d'être codeur ou d'être designer pour rentrer dans ces logiques-là, et on vous proposera des ateliers de design fiction avec Arthur Hawkins et Pauline Reboul, des ateliers de design circulaire avec Vanessa Schneider de Circule Lab. On vous proposera aussi des ateliers d'intelligence artificielle avec TKT, Amérique Trudel, Camille Debague, qui sont actuellement dans Matrice, avec Thomas Deneux, qui est au CNRS et qui propose un robot apprenant et qui montre comment se fait l'apprentissage. Voilà. L'idée, c'est que vous puissiez toucher, vous puissiez entrer aussi dans la machine. Et puis, 2 jours de performance artistique. Et c'est ça qui va être tout à fait intéressant également, pour pouvoir questionner la création aussi par cette entrée-là. Ça commence avec Chronique, Mathieu Vabre et Florian Fabre. C'est un exercice d'articulation complexe que de prononcer ces 2 noms à la suite. Demain, la conférence d'Eli Cummins que j'ai aperçue sur les espaces pour repenser nos modèles artistiques. Et puis, une clôture en apothéose avec la projection de l'œuvre de Gwenola Wagon et Pierre Cassou-Noguès, Welcome to Everyone, plus la performance d'Olivier Bosson. Et on conclura ce joli festival par un petit concert de jazz manouche dans la cour de l'hôtel de Coulanges, qui est la cerise sur le gâteau que l'on vous réserve pour demain. 2 jours aussi de start-up, et c'est ça qui est intéressant. Dès cet après-midi, vous les retrouverez dans les jardins de l'hôtel de Sully, au centre des monuments nationaux. Donc, il s'agit de traverser la rue, de rejoindre la place des Vosges, vous verrez, c'est fléché, on vous y emmène, et vous aurez prise et vue sur ces start-up. Vous verrez également les start-up de l'incubateur du patrimoine, qui nous accueillent donc au CMN pour pouvoir confronter aussi ces approches différentes. Et puis demain, les startups innovantes de Matrice rencontreront et des dirigeants d'entreprise et des investisseurs. Et là, on reprend aussi cette casquette-là dans le cadre de ce qu'on appelle le carrousel des startups, et qui permettra également d'avancer sur des problématiques très concrètes et très business. Donc voilà, on vous a gâté avec une programmation exceptionnelle, non moins glamour que celle de Cannes, mais certainement un peu plus profonde, et qui dessine des futurs numériques. Et c'est ça que l'on veut penser ensemble, en questionnant des modes de production et en questionnant des modes de travail qui permettent cette génération de projets. Ce sera justement le fil rouge de notre réflexion dans le cadre de Perspective, avec juste après cette introduction, la discussion entre Antonio Casini et Boris Vallaud, le chercheur et le politique, pour pouvoir poser ces sujets.
mais j'en dis pas plus, on y reviendra dans un instant. Et puis, on reviendra également sur le sujet du travail, fil rouge, je vous disais, avec ce soir, en grande conférence de clôture de la journée, la question du travail demain, posée justement par l'incubateur du patrimoine dans le cadre de ces rencontres thématiques. Donc il est encore temps de dire à vos collègues de nous rejoindre, c'est là que ça se passe, c'est là que se construit pour le coup un futur intéressant et qui n'est pas simplement des plans sur la comète. Vous allez voir que chacune des questions que l'on va traiter sont d'une actualité absolument brûlante. Et c'est bien pour ça que c'est l'endroit où il faut être. Mais avant toute chose, moi, je voudrais vous proposer quelques éléments de réflexion. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'entrer dans perspective en ayant vu la programmation, il s'agit aussi d'entrer dans perspective en prenant position. Et c'est ça aussi que l'on fait dans Matrice et que l'on veut faire de plus en plus. Nous sommes en effet dans un contexte, vous l'avez vu, dans un contexte technologique d'accélération. Une accélération des technologies, de leur production, de l'innovation, qui a des conséquences évidentes sur les rythmes de vie. Alors la question n'est pas de savoir si cette accélération est nouvelle ou pas nouvelle. Si on reprend ce graphe qui ne ressort pas très bien ici, qui est celui de la rapidité de l'adoption des technologies, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément une différence très forte entre l'adoption de la télévision dans les années 50, l'adoption du four micro-ondes dans les années 80, avec l'adoption des technologies numériques type smartphone que l'on voit aujourd'hui. Le sujet n'est pas de savoir si on a une nouveauté de l'accélération. Le sujet est de mesurer, de prendre véritablement conscience du fait que cette accélération prend de vitesse la société. Prend de vitesse la société qui arrive souvent bien trop tard pour saisir ce qui se passe, et par conséquent, ça crée un peu partout des vides juridiques, des vides politiques, des vides théoriques, qui font que ces technologies sont assez difficilement saisissables. Et ça, c'est particulièrement déstabilisant pour la société dans sa construction, dans l'ouverture d'espaces de délibération et dans la capacité de gouverner ce qui se passe et ce qui se pense. Alors, c'est pas nouveau. Antonio nous en dira un mot dans la mesure dont, justement, cette accélération technologique crée des vides énormes de régulation, de droits, de rémunération autour du travail. C'est pas nouveau, je vous le disais, j'ai mis ici le médecin Louis-René Villermé, qui produit en 1840 un rapport qui ouvre la régulation du travail des enfants. Là aussi, la régulation sociale, au milieu du XIXe siècle, se met en place des décennies après le travail des enfants, même de moins de 8 ans. Et donc, la question n'est pas celle de la nouveauté, mais pour le coup, celle de ce décalage, de cette désynchronisation entre le temps de la technologie et le temps social. Avec la problématique suivante, qui est que cette désynchronisation conduit à abîmer, voire détruire les structures sociales, à les prendre de vitesse par l'efficience des technologies de calcul dans presque tous les domaines, et sans aucun recul, ou en tous les cas avec un très faible recul, sur les effets retours, sur les effets secondaires. L'intervention tout à l'heure sur les cerveaux nous en dira quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que la technologie c'est mal, c'est certainement pas l'idée, c'est certainement pas notre propos, à nous qui sommes des acteurs numériques. Ça ne veut pas dire débrancher les écrans, arrêter les algorithmes et soyons tous des Amish. C'est pas du tout ça la question et la prise de position que l'on veut prendre. Ça veut dire par contre qu'il faut être conscient de ce qui se passe si on veut être en capacité de gouverner ces technologies. Mais ce n'est pas un hasard non plus que cette accélération. C'est-à-dire qu'elle entre dans une stratégie largement délibérée, largement enseignée dans les écoles de marketing, qui est de prendre de vitesse autant les structures publiques que les consommateurs et de les laisser bien souvent un peu hébétés face à cette accélération-là. Plus à même de construire des expériences, des savoirs, de la vie tout simplement, en réalité. Et donc, de la construction sociale qui est capable de dire qui l'on est et ce que l'on fait. Et si, ça a une problématique tout à fait concrète, si sur un plan économique, on détruit son consommateur, on détruit son marché, en vrai, on détruit l'ensemble de la chaîne de valeur. Quand le travail et les salariés écrasés n'ont plus permis aux travailleurs américains, par exemple, de s'acheter des voitures ou des logements, certes,
les subprimes ont pris le relais, l'endettement a pris le relais du salaire, et puis ça a craqué. Et puis 2008, c'est la crise financière, et qui entraîne avec elle, pas simplement dans la faillite, les salariés et les personnes en question, mais aussi l'ensemble du système économique, les constructeurs automobiles, les banques. Et donc, c'est systémique. Alors certes, on peut voir les choses comme Philippe Gueluc, mais en réalité, quand ça craque véritablement. Et si c'était encore que les banques, à la rigueur, on ne pleurerait pas forcément sur leur sort. Mais en réalité, la faillite du crédit, c'est la faillite du crédit. C'est-à-dire autant la banqueroute que le discrédit. Et c'est là que les choses sont intéressantes. Parce que ce discrédit, il ne se jette pas que sur les banques, il se jette sur l'ensemble des systèmes de régulation qui les accompagnent. Et donc c'est aussi la puissance publique. Et donc c'est aussi le politique. Et donc c'est aussi l'économie réelle. Et donc, in fine, c'est aussi l'élection de Donald Trump. Et donc, in fine, c'est aussi des logiques qui conduisent au Brexit. Et donc, in fine, c'est aussi Marine Le Pen et Matteo Salvini. Et il y a quand même cette question-là, de dire que le sujet de la technologie n'est pas étranger à ce qui se passe économiquement et politiquement. C'est pas simplement nous dans un petit coin, dans notre garage, où on construit, on code, on développe et on fait des startups. Et puis, à côté, il y a le reste du monde qui vit sa vie. Ça a un impact. Ça a une connexion, et une connexion bien plus forte qu'on ne pourrait le croire. Donc la question n'est pas celle de la morale et de dire que c'est mal, la question est celle des conditions de la reproduction et de la distribution de la valeur. Et c'est bien là le sujet d'un numérique toxique qui, s'il prive de savoir, s'il prive d'expérience les gens qui sont censés consommer, alors pour le coup, il détruit et l'économie et la société. Et c'est bien ça le problème de la disruption, de ces usages du numérique fondés uniquement sur l'ergonomie, la simplicité, la captation de l'attention, en négligeant le fait que les gens se retrouvent dans des dispositifs dont ils ne comprennent absolument pas le fonctionnement, et tous ceux qui codent dans la salle savent à quel point c'est une boîte noire pour tous les autres. Et donc, ces sujets-là, dans cette incompréhension du présent que l'on vit, génèrent des choses absolument abominables. Et là, c'est là que vous comprenez pourquoi est-ce que demain, on va vous faire des exercices techniques, on va vous faire mettre les mains dans la machine, on va vous montrer comment ça marche analogo, comment ça marche de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il y a dedans. L'idée, c'est de dire si on comprend ce qui se joue dans la technique, alors on peut comprendre le présent. Car, pour le coup, il y a quand même un fait social assez inquiétant du présent. C'est celui de l'incompréhension et de la désorientation. Alors certes, les vieux systèmes industriels ont leur part de responsabilité là-dedans. La construction de dispositifs empilés historiquement et administrativement n'aide pas à cette compréhension. Mais la technique a aussi un sujet énorme là-dedans. Et de sorte que, pris dans cet environnement technique, désormais par défaut, l'impression est bien souvent celle d'un présent liquide, pour le dire comme Zygmunt Bauman, celle d'une vie qui nous glisse entre les doigts et sur laquelle on n'a absolument aucune prise. Si la technologie ne permet pas de fixer des savoirs, des expériences, des identités, ou plutôt des appartenances, pour le dire comme Michel Serres, qui devait être avec nous, et qui aurait dû faire la conférence finale, et donc c'était aussi l'occasion de le saluer, de lui adresser une pensée émue. Si le numérique n'est pas capable de créer ces appartenances-là, en vrai, on va vers quelque chose de difficile. Si le GPS nous désapprend la ville, si le correcteur orthographique nous désapprend l'orthographe, si l'algorithme de recommandation nous coupe de l'imprévu, de la surprise, de ce qui fait en réalité l'expérience humaine, alors en vrai, ça ne va pas. Partout, le sens s'échappe. Et pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui ce sentiment de ne pas savoir où l'on va? C'est aussi parce qu'il n'y a pas de perspective. Et vous comprendrez le titre que l'on a choisi à ces deux journées. Parce que tout file entre les doigts. Le problème, c'est que face à l'accélération, croît aussi quelque chose d'autre. La recherche du temps long, la recherche des mémoires, la recherche des racines, avec une vraie tentation d'appropriation de cette recherche des mémoires, du temps long, des racines, par un spectre politique qui n'est pas forcément le plus enviable, et notamment l'extrême droite. Et donc voilà, la question, elle est largement là. Comment est-ce que le numérique est aussi en capacité de construire ce rapport à l'existence, ce rapport à la mémoire, ce rapport aux racines, ce rapport à l'expérience du temps long? Je reviens justement à ce temps long. Le siècle précédent
a sans doute cru que la carte bleue pouvait prendre le relais de la carte d'identité. Comprendre que la prospérité économique serait garante de la fin des guerres identitaires. Et que la rationalité économique, finalement, se chargerait de ringardiser ce qu'il y avait de sinueux, de tortueux dans nos ancrages et dans nos lignages. Mais là encore, l'expérience du présent montre que cette pelote se détricote. En somme, le Parti communiste avait voulu mettre la religion au musée en 1920. Il semblerait, dans les années 2000, que ce soit plutôt l'inverse qui se produise. Il semblerait que la logique économique d'interdépendance voulait mettre la guerre au rencard, mais pourtant, en 20 ans, c'est 30 000 km de frontières qui sont apparus. Et à la fondation de l'ONU, il y avait 45 États, il y en a aujourd'hui 198. La promesse du gouvernement mondial est presque allée dans l'autre sens, vers le fractionnement. Voilà le retour des ethnies, des tribus, des identités régionales. La Corse conteste la Marseillaise, les Écossais pensent pouvoir adhérer seuls à l'Union européenne, la Catalogne refait parler d'elle. En fait, nos constructions économiques et politiques semblent éclater par le retour du temps long. Alors il faut nous poser une question. Est-ce que l'élévation quantitative des facteurs de progrès induit l'élévation qualitative des facteurs de régression? Est-ce que la mondialisation techno-scientifique ne susciterait pas finalement une forme de tribalisation politico-culturelle? Et ça, c'est une vraie question. Et c'est une vraie question que, dans le monde que la technologie construit, on ne peut pas oublier. Il y a un autre rapport au temps, un autre discours sur l'identité à construire à cet endroit-là. Donc nous ne pouvons pas être notre petite communauté de gens intéressés simplement par la technique. Parce que de la mémoire, il y en a aussi dans nos objets et dans nos outils. Cette mémoire, ce n'est pas juste une métaphore. Elle doit dire quelque chose de la manière dont on se positionne par rapport à ce temps long. De l'intelligence, il paraît que nos machines s'y essayent. Mais ce n'est pas simplement du calcul et des mathématiques. Ça doit être capable de porter autre chose. De l'expérience utilisateur, chacune de nos startups essaye d'aller dans cette direction. Mais ça ne doit pas être juste un parcours simple pour pouvoir consommer plus rapidement. Ça doit porter quelque chose de différent. Il est clair que l'on ne pourra pas s'en tenir à être simplement des makers qui produisent des outils. Il va falloir prendre position, formuler une société dans nos techniques. Ce ne sont pas juste des appels abstraits et théoriques comme ça en ouverture d'un festival. Ce n'est pas ça la question. Il va falloir que nos algorithmes, à un moment, révèlent ce qu'ils ont dans le ventre, qu'ils soient accessibles, qu'ils soient compréhensibles. Il va falloir que nos données personnelles nous montrent leur vie secrète, savoir où elles vont, par où elles passent, qui les utilise, comment est-ce qu'on les utilise. Ce n'est pas simplement le droit à l'oubli, c'est le droit à savoir ce qui se passe dans la machine, le droit à comprendre le processus industriel qui n'est pas qu'une affaire industrielle. Il va falloir qu'on se pose la question sur les formes du travail numérique. Et il va falloir que celle-ci trouve un autre sol social que celui qu'on connaît actuellement, une autre manière de constituer des droits, une autre manière de créer des revenus au-delà du seul salaire. Ça, c'est le numérique. C'est cette formulation de la société qui va avec la technique. Et c'est cette formulation de la société qui est aussi notre projet dans un cadre de matrice. Il est temps de se définir réellement un sol, un terrain, un lieu de vie, c'est-à-dire un numérique presque identitaire, en tous les cas qui est capable de créer des appartenances. Je sais que le terme identitaire est problématique, mais j'utilise à dessein, qui est capable de créer des appartenances, qui est capable de créer des identités, des zones à défendre, de la visualisation de ce qui se passe dans la machine. Je prends souvent l'exemple de Parcoursup. L'exemple de Parcoursup est assez symptomatique de ça, de la manière dont nos enfants sont adressés à un endroit ou à un autre. C'est peut-être la meilleure allocation algorithmique possible. En tous les cas, le sens est absent. Le sens échappe très largement de cette logique-là. La question, c'est donc un numérique terrestre. Et c'est pour ça qu'on revient sur la physique du numérique. Pas juste le cloud et l'intelligence qui est censé tout faire, dans laquelle il n'y a pas d'humain. Pas non plus cet humain tachronisé qui disparaît, pour prendre le terme d'Antonio, qui disparaît derrière la machine. Ce numérique terrestre, ce sol réel, parce que compris, porteur de croissance et de sens, à défendre concrètement. Et donc le retour identitaire que nous vivons, il peut être seulement la vieille peau dans laquelle on se raccroche, le retour des extrêmes droites, le retour des identitaires, mais il peut être aussi la tentation et la tentative de redéfinir les identités et les appartenances du présent, à l'aune d'une compréhension des techniques et à l'aune de la manière dont les techniques nous amènent quelque part et disent quelque chose des expériences que nous traversons.
le retour des vieilles logiques identitaires semble pas à la hauteur des problématiques du temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire tenir et l'immigration et le changement climatique dans le périmètre des frontières. Et pour autant, on ne va pas faire tenir ces questions-là sans la création réelle d'enjeux, d'intérêts et donc d'appartenance. Voilà pourquoi il faut sortir les intérêts et les conditions de subsistance qui sont dans la technique et aller vers ces appartenances. Et ça commence par les décrire, par les comprendre. Et c'est l'objet de ce festival Perspective. Voilà donc le projet. D'où la technique à investiguer. D'où les intérêts à faire surgir. À faire surgir et peut-être à accélérer, là aussi. À accélérer notre manière dont on les comprend. À accélérer notre manière dont on rentre avec nos sciences, avec nos savoirs dans le numérique. Ça, c'est notre numérique. Et ça, c'est Perspective. Et c'est ce que l'on va essayer de vous démontrer ces 2 jours. Voilà. Je vous remercie. On laisse le mot de la fin à Philippe Geluc, qui n'a pas forcément tout à fait saisi ce que je viens de dire, mais néanmoins, c'est aussi ça la question. Et on va passer d'ores et déjà à la première table ronde. Alors je laisse Antonio Casi et Boris Vallaud me rejoindre. Installez-vous, messieurs, je vous en prie. Je disais qu'on allait poser la question du travail comme fil rouge. Et c'est le premier sujet qu'on va aborder ici avec vous. Je vous remercie d'être présent. Je vais vous présenter très rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas et vous rejoindre. Et puis ensuite, je vais me taire pour que vous puissiez parler. Donc, Antonio Casilli est sociologue, il est professeur à l'Institut Télécom Paris Tech, enfin Mini Télécom Paris Tech, et également chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales, alors parmi d'autres affiliations, notamment à l'Université de Turin, je crois. Polytechnique de Turin. Donc voilà, sociologue, chercheur qui a roulé sa bosse dans différents contextes et académiques et scientifiques, et qui a publié parmi de nombreux ouvrages, mais je cite le dernier, En attendant les robots, qui est une enquête justement sur ces formes de travail. Antonio, qu'on remercie d'être parmi nous et avec qui on chemine assez fréquemment. Et puis, à ses côtés, dans cette discussion entre le savant et le politique, Boris Vallaud, qui est député socialiste des Landes, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui a un certain nombre de responsabilités au sein du Parti socialiste, notamment, je l'ai appris tout à l'heure dans la réflexion sur le projet futur, et qui traite aussi de cette question du travail par une autre entrée, par d'autres aspects. Tu as porté notamment les questions d'entrée et de représentation plus forte des salariés dans les conseils d'administration. Tu as aussi porté une réflexion sur d'autres méthodologies de rémunération à partir de logiques de capital de départ. Et ça fait aussi partie de cette réflexion sur le travail. Donc voilà, on avait envie de vous entendre l'un et l'autre sur ces questions et d'avoir votre regard sur ce qui est en train d'arriver au travail. Alors je vais donner la parole à Antonio à l'instant même, mais juste un premier sujet. On nous avait promis que l'automatisation, et le progrès technique, ce serait la fin du travail. Or, ce que l'on constate, c'est plutôt la fin de la fin du travail. Le dépassement de cette pensée-là, à mesure que, quand on soulève le capot, on voit en vrai ce qui est en train d'arriver au travail. Alors peut-être pour commencer par là, et en revenant sur le propos de ton dernier livre, nous dire un peu ce que toi tu as vu dans les mondes du travail et ce qui est en train de se passer et d'évoluer. Merci François-Xavier, merci à vous toutes et vous tous pour votre présence aujourd'hui. Donc, en effet, la question que tu poses est une question centrale depuis plusieurs décennies, même si à chaque vague technologique, on nous ressort la même prophétie de la fin du travail, du remplacement du travail humain par un travail automatique. Et donc on a vécu ça dans les années 90, évidemment on le voit aujourd'hui, mais on remonte en arrière dans le temps et on le retrouve en réalité avec le premier industrialisme. La première révolution industrielle était déjà accompagnée par des personnes qui disaient qu'on est désormais capable d'inventer des machines qui peuvent supersede the work of the human race, donc de remplacer le travail du genre humain. Et donc c'était en 1801, cette prophétie, c'était un monsieur qui s'appelait Thomas Mortimer, et d'autres l'ont répété. Pourquoi ? Parce qu'on invente justement des technologies qui se proposent comme des technologies qui sont capables justement d'automatiser. Et on a un malentendu de base sur qu'est-ce que l'automatisation. Le malentendu de base est que l'automatisation soit effectivement automatique.
Et donc qu'en réalité, on puisse remplacer un processus géré par des êtres humains par des processus gérés par d'autres entités qui seraient artificielles. Alors que l'histoire nous a montré, et nous le montre encore aujourd'hui, que l'automatisation est à interpréter surtout comme une redistribution du travail parmi les êtres humains. Et qu'aujourd'hui, en l'occurrence, même si on est face à par exemple, à des études comme la célèbre étude de Oxford, de Frey et Osborne, The Future of Employment, qui annonçait qu'à l'horizon 2030, on allait perdre 47% des emplois à cause de l'automatisation. Déjà, ces chiffres ce chiffre a été amplement décrédibilisé par d'autres études, par le fait que les pays à plus forte pénétration des robots industriels mobiles en particulier sont les pays dans lesquels le chômage est moins important, dans lesquels à cause du fait, par exemple, que chaque fois que vous introduisez une innovation, vous introduisez aussi de nouveaux métiers, donc il y a tout cela à prendre en compte, et surtout, donc en réalité, on pourrait se dire, bon, Casilli est en train de nous faire un peu de la contre, de ne pas faire l'apocalyptique pour une fois, ce qui serait bien, ça aiderait ma réputation, mais en réalité, je suis plutôt quelqu'un qui dit, oui, attention, c'est pas les robots qui vont piquer votre boulot, mais c'est plutôt des personnes qui sont moins bien payées que vous et que vous ne voyez pas, parce que c'est des personnes qui sont invisibilisées. Ces personnes sont bien des êtres humains. Le fait est que l'automatisation qu'on connaît aujourd'hui, celle basée sur les intelligences artificielles, est largement fondée sur un aspect de l'intelligence artificielle qui est le machine learning, donc l'apprentissage automatique, qui est un processus extrêmement demandeur en termes de données. Et ces données n'existent pas dans la nature. Malgré le nom, donc la data, la donnée, c'est pas donné du tout, il faut les produire. Ces informations, il faut les produire, il faut les annoter, il faut les garder, il faut les enrichir. Et tout ce travail-là est un travail énorme qu'on réalise en tant qu'être humain. Chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, est déjà en train d'enrichir des données. Au moment où vous êtes sur Twitter et vous ajoutez un hashtag à un message, vous êtes en train de labelliser un message. À chaque fois que vous ajoutez, que sais-je, l'identifiant d'une personne sur Facebook, parce que Facebook vous invite à reconnaître que telle personne ou tel visage correspond à celui de votre ami, vous êtes en train d'étiqueter une image et donc d'aider implicitement, même explicitement parfois, des algorithmes de reconnaissance de forme. Tout cela nous conduit rapidement vers le développement de certaines technologies qui sont très à la mode aujourd'hui. Je pense aux véhicules autonomes, je pense aux drones, je pense aux assistants vocaux, je pense aux enceintes connectées qui sont basées sur le fait que quelqu'un apprenne à ces machines à faire ce qu'elles promettent de faire. Donc un véhicule autonome, à minima, doit être capable de reconnaître un arbre, de départager un arbre d'un chat ou d'un piéton afin d'éviter l'arbre, éviter le chat, éviter le piéton et rouler dans la bonne direction. Et tout cela, encore une fois, il faut l'enseigner. Pour enseigner, il faut que des personnes soient mises au travail, mais la triste réalité est que ces personnes sont, d'une manière assez paradoxale, mises au travail et hors travail. Donc mises au travail parce que, évidemment, ils doivent s'inscrire sur des plateformes spécialisées qui sont spécialisées dans l'entraînement, dans le calibrage d'intelligence artificielle, dans le dressage d'intelligence artificielle. En même temps, on les met hors travail dans la mesure où ces personnes ne sont pas reconnues en tant que travailleurs. Les plateformes dont je parle, qui sont des plateformes que vous connaissez peut-être sous le nom de crowdwork, mais qui sont plutôt des plateformes de micro-work, donc micro-travail, c'est des endroits dans lesquels les travailleurs sont recrutés et pas embauchés, sont payés à la pièce et pas salariés, sont jetables dans la mesure où, une fois que l'offre de micro-tâches, donc l'offre de travail qui consisterait justement à reconnaître des images, ajouter des données, enrichir des bases de données, et ainsi de suite, s'arrête, et leur travail s'arrête aussi, et il n'y a aucune obligation de la part de la plateforme ni de l'entreprise qui cherche à automatiser donc les besoins de ses travailleurs de les inclure, les garder dans un contexte qui serait, qui hériterait de la structure salariale classique des emplois formels. Donc ça, c'était le point de départ. Et après ça, les choses ne peuvent s'améliorer, j'espère. J'espère aussi. Alors justement, on va laisser Boris réagir à ça et réagir aussi à l'aune du politique qui voit émerger ces nouvelles formes de travail
et en même temps se détruire un certain nombre d'autres formes beaucoup plus classiques de travail. Comment est-ce qu'on appréhende ça, et notamment comment est-ce qu'on appréhende ça quand on est la gauche, quand on est le parti historiquement du travail? D'ailleurs, d'autres gauches dans le monde s'appellent Labour. Comment est-ce qu'on pense cette question-là, cette évolution, cette redistribution du travail? D'abord, merci à François-Xavier Petit de cette invitation. Je connais François-Xavier depuis longtemps. Je ne sais pas si vous voyez la série Friends, il y a Chandler dont on ne comprend pas bien le métier. Quand il m'explique ce qu'il fait, j'acquiesce, mais je ne comprends pas toujours. Je leur pose la question en général, mais en fait c'est quoi ton métier, quoi? Et je le comprends un peu mieux à chaque fois que je te vois. C'était juste pour la boutade. Vous dire que quand même replacer la question de l'évolution du travail dans un contexte un peu plus global. Alors moi c'est la première fois que je suis élu, donc je fais mon apprentissage, je me demande plus souvent qu'à mon tour à quoi je sers et sur quoi je peux avoir prise. Et au fond la réflexion qu'elle est, je me dis où on en est, où en est notamment la gauche. Je regarde ces 30 dernières années et je me dis le libéralisme économique dans tous ses excès, dans ce qu'il a produit d'inégalité, d'injustice, de violence, de destruction de l'environnement, de mise en concurrence des modèles sociaux et des travailleurs eux-mêmes, dans ce qu'il produit de disqualification des États et de la puissance publique, eh bien ce libéralisme économique-là, il emporte avec lui le libéralisme politique. C'est-à-dire qu'on a pensé que le dégagisme était réservé aux vieux partis et à leurs titulaires, et je crains qu'il ce soit un dégagisme des régimes politiques eux-mêmes. Et il y a en effet un certain nombre de populismes, notamment des nationalismes, qui disent mais en fait vous avez été incapable d'affronter un certain nombre de ces grands défis et vous avez rendu la politique impuissante. Et donc ils disent vous allez voir ce que vous allez voir, nous on va reprendre la main, on va redonner de la puissance à la politique, alors parfois en se claquant derrière les frontières, mais ce discours il est très partagé. Vous avez un certain nombre d'écologistes qui s'interrogent de savoir si la démocratie n'est pas le pire des régimes pour affronter cet irrémédiable réchauffement climatique et perte de biodiversité. Et si je dis ça, c'est que, faisant ce constat un peu désenchanté, soit on démissionne, soit on se dit, c'est à nous de reprendre en main les choses et de redonner de la puissance à la politique, c'est-à-dire à la souveraineté nationale, à la souveraineté publique, et de se dire que nous sommes dans un moment de très grand rapport de force entre la puissance publique et la puissance privée. Le 19e et le 20e siècle, c'est très caricatural. Ça a été la construction de l'état de droit dans un travail où il fallait contenir les abus de pouvoir de la puissance publique. Et nous sommes face à la nécessité aujourd'hui de contenir les abus de pouvoir de la puissance privée. Et dans ce paysage de la puissance privée, vous avez une figure aujourd'hui qui est singulière, qui est celle des GAFA. Je ne réduis pas le sujet au seul GAFA, parce que je pense par exemple qu'en réalité, aucune multinationale, qu'elle soit numérique ou pas, paye les impôts qu'elle devrait payer. Voilà. Mais qu'aujourd'hui, nous sommes face à des entités qui ont une forme de souveraineté, qui rentrent dans notre vie privée comme on ne tolérerait d'aucun État, d'aucune puissance publique, qui crée sa propre monnaie, qui crée ses propres tribunaux, même d'ailleurs à qui on incite d'être une sorte de pré-tribunal. On est en train de discuter en ce moment à l'Assemblée nationale d'une loi pour lutter contre la haine raciste, antisémite, etc., sur Internet. Et on demande aux plateformes de faire le travail de déterminer ce qui relève d'une atteinte, justement, relève de la haine raciale ou pas. Ce qui, honnêtement, pose quand même un certain nombre de questions. Et dans ce paysage-là, évidemment, il y a la question du travail. Au fond, la question est celle de savoir, comme ça a été évoqué, est-ce qu'on va vers la fin du travail? Et en effet, c'est une prophétie ancienne, démentie, mais à la limite, si elle devait advenir, je reprends les mots qui étaient ceux de Keynes au début des années 30, quand il écrit un petit livre qui s'appelle Perspectives économiques pour mes petits-enfants, il dit au fond, le grand défi, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on va faire de notre liberté. Et ça, évidemment, c'est vertigineux. Qu'est-ce qu'on va faire de notre liberté? Donc finalement, la question, évidemment, elle est de savoir est-ce qu'il y a une disparition du travail ou pas, dans un modèle de société qui fait du travail une valeur, et finalement le point cardinal de la sociabilisation de la valeur de chaque être. Et on le voit dans la bouche du président de la République, si vous ne faites rien, c'est que vous n'êtes rien.
Donc il y a cette question-là. Et puis il y a surtout le fait que tous les cadres connus sont ébranlés. Aujourd'hui, les formes nouvelles de travail, c'est quand même le contournement de nos modèles sociaux. Et on est dans un moment, j'allais dire, presque pré-industriel. Je crois, Antonio, que vous utilisez le terme de tâcheron, mais c'est ça, c'est des journaliers, c'est des tâcherons. Est-ce qu'on se crée des droits par le travail? Pas sûr quand on est un travailleur de chez Uber en France, mais encore moins quand on saisit un certain nombre de données à Madagascar ou à l'autre bout du monde. Et donc pour le politique, la question c'est comment on donne des règles à un monde qui aspire soit à se les fixer pour lui-même, soit à ne pas en avoir. Et c'est là où je dis qu'on est dans une forme de confrontation entre deux souverainetés. Et puis il y a des questions qui éclosent et auxquelles on peine à répondre. Vous entendez souvent dire, par exemple, qu'il faut que le travail paye. Et ça, c'est l'argument du gouvernement, je veux que le travail paye. Bah, je veux vous dire que moi aussi, je veux que le travail paye. J'ai même plutôt envie qu'il paye bien. Et qu'on puisse vivre de son travail. Il y a des gens, quand même, beaucoup ne vivent pas de leur travail. Et puis, je regarde le détail des augmentations de pouvoir d'achat qu'on va constater dans les mois à venir, j'allais dire post-gilet jaune. Parce que, au fond, les gains de pouvoir d'achat, ils sont consécutifs au mouvement des gilets jaunes. Et si je essayais de répondre à cette question, est-ce que le travail paye, force est de constater que non. Parce que ce ne sont pas les salaires qui seront augmentés. C'est la prime d'activité, par exemple, qui vient renforcer le pouvoir d'achat. Et comment on finance la prime d'activité? En augmentant la CSG des retraités. Donc en réalité, on est dans un moment où on nous dit qu'il faut que le travail paye, mais vous allez voir votre patron, vous demandez une augmentation et vous allez la chercher dans le portefeuille de votre grand-mère. Et donc vous avez quand même ces questions-là. Et puis on débat aussi de la question des travailleurs des plateformes. Avec une charte de bonne conduite qui au fond a été rédigée par Uber. On peut se raconter ce qu'on veut. Mais la réalité, c'est que si nous devions nous poser la question, nous répondrions de façon très juridique, est-ce qu'il y a des liens de subordination? Est-ce que ça peut être requalifié en salariat? Et vous voyez bien cette espèce de tension entre ceux qui disent, mais moi, si vous le requalifiez en salariat, vous tuez mon modèle économique. Et nous, on dit, mais mince, alors est-ce qu'on n'est pas en train d'être anti-progressiste quand on essaie juste de faire en sorte que le travail paye, y compris dans des formes nouvelles. Donc voilà, on est dans ce moment-là, je ne vais pas plus loin à ce stade, mais de questionnement, et tous les cadres connus sont aujourd'hui ébranlés, ce qui ne veut pas dire, de mon point de vue, qu'ils soient disqualifiés. Voilà. Justement, Antonio, toi qui as étudié précisément ces travailleurs-là, ces travailleurs très invisibles, qu'est-ce qu'ils te disent de leur rapport au travail? Comment est-ce qu'ils perçoivent les choses? Voilà, donnons-leur la parole, parce que ton enquête sociologique le fait largement. Écoutez, il y a énormément de postures, énormément de réponses. C'est clair que la situation de quelqu'un qui travaille sur une plateforme à la Uber n'est pas la même de quelqu'un qui travaille sur une plateforme dans laquelle il ou elle est rémunéré à la pièce quelques centimes pour travailler quelques secondes depuis chez elle. Et après, évidemment, il y a toute la question qui devient assez épineuse à traiter, et que je traite depuis un moment en m'exposant tout un tas de polémiques, de la quantité de travail gratuit qu'on réalise chacune depuis longtemps, depuis que justement on a adopté des technologies numériques. Mais pour tout dire, il y a certains cas qui sont plus clairement associables à un contexte formel, donc aussi par exemple à une réqualification. Tout ce qui se passe autour des luttes des chauffeurs VTC partout dans le monde, parce qu'il n'y a pas que la France, il y a en Australie, il y en a en Espagne, il y en a aux États-Unis depuis un moment, et qui sont des luttes qui effectivement sont porteuses de changements et aussi parfois de victoires pour les travailleurs. Ça, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement adaptable à tout un pan de l'économie des plateformes, donc tout ce qu'on appelle l'économie à la demande, le travail à la demande en particulier. Le travail à la demande, c'est un travail qui a certaines caractéristiques qui le rend plus facilement associable à notre vision, disons, 20e siècle et même 19e, du travail. Donc, elles sont par exemple ostensibles, elles sont visibles. Vous voyez un chauffeur VTC, vous voyez un livreur express, vous voyez une personne qui travaille pour TaskRabbit ou d'autres plateformes de ce type-là.
Et en plus, elles sont locales. Vous les voyez à un endroit précis. Il n'y a aucun sens, évidemment, de commander une pizza livrée à Marseille si je suis à Lille. Donc, il y a tout des formes d'unité, d'espace, de lieu qui facilement permettent, par exemple, de reconnaître des formes de suggestion, voire de subordination. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Si on avait encore une législation solide comme celle voilà, il y a une trentaine d'années, on pourrait rapidement se permettre de dire, bon, ça c'est des cas qu'on peut résoudre rapidement. Et je le dis avec une pointe d'ironie, parce que justement, il y a aussi une très forte responsabilité de votre parti à partir des années 90 jusqu'à la loi El Khomri pour la déstructuration de tout un pan de protection sociale des travailleurs en France. Et je ne parle que de la France. Après, la question devient très vite une question qui est nouvelle et pour laquelle on est difficilement équipé dès qu'on rentre dans le travail qui n'est pas invisible, mais invisibilisé des personnes qui travaillent à la pièce depuis chez eux. Parce que là, effectivement, c'est le retour de la tâcheronisation du 19e siècle, du marchandage. Donc, ce qu'on appelait le marchandage était une forme pré-industrielle de travail qui était basée sur ce qu'on appellerait aujourd'hui des missions, des projets. Donc, vous louez, donc c'est un louage d'œuvre, vous louez un ouvrier pour qu'il ou elle réalise tel ouvrage. Ça peut être bâtir un mur ou réaliser des vêtements. Et cette personne est payée pour la réalisation. L'avantage à l'époque était que d'une part, on pouvait effectivement choisir les modalités de réalisation et donc on n'était pas exposé à des formes de subordination qui sont arrivées ensuite. Ce qui se passe aujourd'hui est que les nouveaux tâcherons du clic, donc les personnes qui sont embauchées via des plateformes comme Amazon Mechanical Turk, Full Factory, Crowdflower pour ceux et celles qui les connaissent, sont des personnes qui sont en même temps, disons, des tâcherons et sont des piéçards à l'ancienne, parce qu'ils sont payés à la pièce. Hein, et il n'y a rien de péjoratif dans l'utilisation de ces termes, c'est des termes historiques, mais en même temps, c'est des personnes qui sont inscrites dans des contextes de subordination de type nouveau. Une subordination qui est de nature technique. Parce que vous n'avez plus une subordination qui s'exprime, par exemple, par l'ordre direct d'un supérieur hiérarchique ou d'un patron, mais via, par exemple, une subordination qui se manifeste via des pastilles, des alertes, des messages qui arrivent dans votre mobile, sur votre ordi, et qui vous imposent effectivement un flux tendu d'ordre. C'est subordination au sens étymologique du terme. Donc vous êtes sous les ordres de quelqu'un, mais ce quelqu'un-là, justement, n'a pas un visage, c'est un manager algorithmique, c'est justement, parfois on l'appelle l'algorithme, parce que le terme est devenu de manière, aujourd'hui courant, mais le problème principal est que tant qu'on n'a pas d'abord pris conscience de ce travail-là, et donc déinvisibilisé un travail qui aujourd'hui est non pas caché, non pas occulté, mais rendu invisible par notre propre réflexe. Moi, j'emploie parfois le terme ou l'expression plutôt des poinçonneurs de l'IA. Donc, c'est les personnes qu'on croise et on ne les regarde pas. C'est nous-mêmes qui faisons un espèce d'effort d'ignorance volontaire parce que nous refusons de voir que voilà, derrière des exploits technologiques comme Google Duplex, qui est donc cette intelligence artificielle qui est censée simuler la voix humaine et qui peut appeler pour vous le coiffeur, prendre un rendez-vous, bon, moi j'ai pas ce problème-là, mais enfin, ou alors un restaurant pour réserver pour vous, voilà. Derrière ces personnes-là se cachent des personnes, se cachent des êtres humains. Et même si Sundar Pichai donc, de Google vous dit ben, c'est entièrement automatisé, quelques mois après, on découvre que 30% de ces coups de fil sont passés par des êtres humains. Ces êtres humains qui sont parfois appelés des dresseurs de ces intelligences artificielles, parfois des accompagnateurs des intelligences artificielles, mais c'est surtout des êtres humains qui ne disparaissent pas. Ils sont, et elles aussi, sont toujours là. Je dis elles parce qu'en plus, selon nos enquêtes, on découvre que, par exemple, en France, on a une majorité de femmes micro-travailleuses qui entraînent nos intelligences artificielles, pour des tas de raisons, qui sont de nature socio-économique, qui sont de nature aussi, parfois, entrée ou présence sur le marché du travail, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, et c'est à prendre en compte, je le répète, je sais que là, on a une
répartition des rôles, moi je suis censé être le chercheur et vous, Maurice, vous êtes censé être le trouveur. Voilà, parfois je trouve aussi, hein, c'est vrai. Et vous, par contre. Pardon? Mais prenez chacun le rôle que vous voilà, souhaitez. non, mais c'est clair. Voilà. Mais après, effectivement, là, j'ai dit, il y a un problème qui est de nature aussi pour nous, de nature politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer, comme je le fais depuis 7 ans, interviewer des personnes ou enquêter sur des personnes sans se poser la question de savoir quelle est la réponse politique nécessaire. Moi, personnellement, je travaille avec des instances politiques. Le dernier projet qu'on a fait sur le micro-travail en France a été en partie financé par France Stratégie, qui est un service du Premier ministre. Voilà, et ça m'arrive justement que mes travaux se transforment en recommandations de politique publique. Les politiques publiques, dans ce contexte-là, consisteraient en l'occurrence à parfois réappliquer des lois qu'on connaît déjà, qu'on a déjà, parfois, effectivement, à s'inventer des nouvelles formes qui, par exemple, sont capables de reconnaître un travail qui est tellement occasionnel qu'il devient un travail à la pièce, tout en s'interrogeant sur la pertinence, effectivement, de la réintroduction du marchandage qui a été, par ailleurs, en France, rendu illégal depuis la moitié du siècle, du 19e siècle. Et donc, de ce point de vue-là, on est face vraiment à parfois des abus extrêmes, parfois des situations qui remettent la pendule en arrière de 100 ans, 200 ans. C'est la raison pour laquelle je parlais de situation pré-industrielle. Et c'est sur la base de l'existence de ces tâcherons qu'on a fixé des règles au travail. Mais juste peut-être deux observations. La première, c'est que, au fond, ce qu'on évoque, en particulier quand ça se passe à l'étranger, n'est pas tellement différent des économies classiques. Quand vous achetez des t-shirts, vous connaissez le drame du Rana Plaza. C'est quand même 1000 couturières, pour l'essentiel, écrasées par les fondements d'un immeuble dans lequel elle était en train de coudre nos t-shirts. Voilà. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup sur le Made in France. Tout le monde est pour, hein, tout le monde veut acheter Made in France, jusqu'à la caisse. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on paye le vrai prix des choses? D'ailleurs, la question, qu'est-ce que c'est le vrai prix des choses? Quelle est la valeur des gens? Le salaire. Vous savez, on connaissait cette histoire. En 68, il y a les éboueurs de New York qui font grève pour demander une augmentation de salaire. Et premier jour, ça gueule. La municipalité de New York, c'est scandaleux qu'un service public puisse faire grève. Deuxième jour, ça commence à être un peu cracra dans les rues. 4 jours payés. Là, New York est bloqué, c'est dégueulasse. Et ils obtiennent leur augmentation de salaire. En 69, l'année suivante, il y a une grève des banquiers centraux en Irlande. Ils demandent une augmentation. La grève dure une semaine, 15 jours, 1 mois. Au bout de 6 mois, ils ont rien obtenu, ils reprennent leur boulot. Mais il est vraisemblable que les banquiers centraux étaient mieux payés que les éboueurs. Alors je ne veux pas tout réduire à cette caricature et à cette anecdote, mais en même temps, quelle est la valeur des choses? Est-ce qu'on paye le vrai prix du travail? Quand on paye des gens qui ne peuvent pas vivre de leur travail, c'est que manifestement, on ne paye pas le juste prix. C'est vrai de l'économie numérique, mais c'est vrai de toutes les économies. Ça veut dire aussi, et ça c'est vrai que c'est le travail du politique, redonner des règles à la mondialisation. Une mondialisation qui est devenue déloyale et terrible dans ce qu'elle produit de ressentiment, de frustration, de misère, de violence. Bien sûr qu'il y a des gagnants de la mondialisation, que beaucoup de gens ont été sortis de la pauvreté, notamment en Chine. Mais ça ne justifie pas tout le reste. Et ça c'est assez accablant. Et ça veut dire aussi, alors là c'est du commerce physique, mais qu'on ne peut plus avoir d'accord de libre-échange en échange de rien, comme on l'a consenti, en effet, depuis très longtemps. Et les questions sociales et environnementales ne peuvent pas être secondes par rapport à la question de l'échange marchand. Là, vous allez avoir la ratification du CETA, qui va être soumise au Parlement français. Bon, pour ce qui me concerne, je voterai contre. Mais vous avez le Mercosur qui arrive. Et il arrive quand même des situations où nous importons en France des produits traités par des substances dont nous interdisons l'usage à nos paysans. C'est déloyal. Il peut arriver, aujourd'hui quand on se pose la question environnementale, de vendre du beurre au Canada et de racheter du bœuf. Je sais bien que ce n'est pas les bœufs qui font le lait, qui font le beurre.
j'ai quelques notions, j'en ai vu rural, mais vous voyez bien qu'il y a quand même une forme, dans le moment que nous vivons, il y a une forme d'incongruité. Et c'est en effet le travail du politique de penser ces protections nouvelles. De penser aussi, parce que je ne sais pas sur une disparition du travail ou pas, ce que l'on peut pressentir, c'est que quand même, les formes connues du travail vont être bousculées. Et que l'un des grands enjeux, c'est les transitions professionnelles. C'est vrai de la question numérique, c'est vrai de la question environnementale. Je reprends un peu le même exemple. Il devait être 4h30 du matin, et nous déposions un amendement pour interdire l'exportation de produits chimiques dont l'usage est interdit en France. Considérant que si c'est dégueulasse pour la santé des Français, ça doit être dégueulasse pour la santé de tout le monde. Et que continuer de l'exporter en Amérique latine ou en Afrique, où il n'y a pas forcément les mêmes autorités sanitaires, était quand même tout à fait répréhensible sur le plan éthique. Et il y avait 1500 emplois à la clé en France. Et donc on a différé cette réponse. La majorité ne l'a pas voté. On va accompagner, on va sortir. Le diesel, il y a la fin du diesel. C'est 15 000 emplois menacés à court terme. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si on n'est pas capable d'amortir ça, d'accompagner ces transitions professionnelles, de faire ce que les Allemands appellent Kurzarbeit, mais cette fois pour gérer ces transitions. Si on n'est pas capable de repenser, je dis, le travail ne paye pas, mais qu'est-ce qui paye? Où est-ce qu'elle est la valeur? Qui crée de la valeur? Est-ce que c'est une taxe sur les robots? Sur les algorithmes? Je ne sais rien, je pose la question. Et c'est toutes ces questions qui se posent aujourd'hui à nous, avec une précipitation qui est considérable. Alors justement, si on va dans ce sens de solution, est-ce que justement la question, elle est autour de la manière dont on rémunère le travail et dont on se dit qu'à l'intérieur du travail, il y a une part de richesse qui est aussi une richesse collective et qui doit être distribuée différemment et échapper du seul rapport marchand lié à l'activité. Ce qui nous emmène vers des questions de capitaux de départ, vers des questions de revenus d'existence également. Est-ce que c'est un sujet de statut et de création de statut qui permet de protéger les gens, quel que soit le changement de l'emploi, sur de la longue durée? Typiquement, un professeur a le même statut qu'il soit dans tel collège, tel lycée, tel établissement d'enseignement supérieur, parfois tel établissement d'enseignement supérieur. Est-ce que la question, elle est autour de la fiscalité du travail? Le rapport Collin et Collin préconisait de non pas forcément taxer le travail, non pas forcément taxer les flux et toutes les transactions financières, qui était aussi l'industrie de la taxe Tobin, mais d'aller vers la taxation à l'usage de nos données, et notamment de nos données personnelles, pour pouvoir aussi reconnaître cette question du travail. Est-ce que le sujet, c'est des nouvelles lois Auroux qui, dans les années 80-82, je crois, inventent des instances de régulation au sein de l'entreprise? Est-ce que le sujet, c'est d'autres formes statutaires? Après l'auto-entrepreneur, bien mal à débattre, mais qui a peut-être aussi réintégré dans ce format-là du travail au noir, pour pouvoir concerner ces acteurs-là. Est-ce que le sujet, c'est du protectionnisme aux frontières, peut-être avec des logiques écologiques, pour justement payer le vrai prix du travail? Comment est-ce que vous vous positionnez les uns et les autres? Est-ce que le sujet, c'est un ministère des transitions professionnelles plutôt d'avoir un ministère de l'emploi qui court après des concepts qui ont peut-être disparu? Le concept de chômage et le concept d'emploi sont des concepts à questionner largement dans ce qu'ils décrivent comme réalité sociale. Moi, je crois que ça ne décrit plus de réalité sociale, en réalité, que ces deux concepts, tant les choses se sont mixées. Voilà. Comment vous voyez les choses? Tu as soulevé énormément de questions, c'est super difficile. On a 2 jours, on a 2 jours, messieurs. Oui. C'est extrêmement difficile, effectivement, tu as mis sur la table énormément de solutions et aussi de manière d'encadrer le problème principal. Personnellement, je pourrais commencer par revenir un peu en arrière et dire comment j'encadre le problème personnellement. Donc le point de départ est que nous sommes face certainement à une restriction au niveau agrégé, au niveau macroéconomique, au niveau mondial, et ça c'est quelque chose qui est attesté par plusieurs études depuis plusieurs décennies, une restriction, je disais, de la part des salaires, donc en gros de ce qui est versé pour rémunérer les salaires, face évidemment à une augmentation dans certains contextes, dans certains secteurs assez impressionnante de la part des profits. Donc déjà, cela devient une question de redistribution de la valeur produite. Ensuite, la question est, une fois qu'on a admis que cette part des salaires, donc en gros, est à prendre en compte et à verser aux personnes qui produisent véritablement la valeur, il faut aller
chercher ces personnes, reconnaître ces personnes. Donc ça devient non seulement une question de redistribution, mais une question de reconnaissance. Et après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus est que, et ça c'est le troisième pilier, si vous voulez, de mon approche, que la rémunération n'est pas seulement ce qui rentre dans nos poches. La rémunération est aussi l'ensemble de salaire social qui est versé sous forme infrastructures, de services publics, etc. Et ça aussi, à cause des politiques qu'on appelle parfois de manière un peu rapide néolibérale des dernières décennies, est en train de diminuer drastiquement, voire de se privatiser, et donc finalement de perdre son rôle, le rôle qu'elle avait auparavant. Donc face à tout cela, que faire dans un contexte d'essor de l'économie des plateformes, aussi de automatisation, soi-disant automatisation, d'intelligence soi-disant artificielle, il y a plusieurs pistes. Personnellement, je parle à la fin de ce livre, En attendant les robots, de 3 pistes possibles. La première, c'est effectivement une reprise pour certains travailleurs d'un statut classique, donc effectivement d'un statut salarial, d'un emploi formel classique. C'est clair que ça ne s'applique pas à tout le monde et que cela, évidemment, se heurte à des problèmes qui sont toujours les problèmes. C'est toujours nos frontières, les problèmes. Sont toujours les frontières parce que l'encadrement salarial, le salaire minimum, le type de services qui sont associés, les protections qui sont associées au salaire varient d'un pays à l'autre. Et donc que faire? Et ça c'est la deuxième question cruciale qui nous pousse à chercher une autre solution. Que faire si vous avez des plateformes, par exemple allemandes, qui recrutent des personnes aux Philippines pour réaliser ce travail-là? Alors là, vous voyez que on se heurte à un problème de quel est le tribunal compétent en cas de litige, quel est le salaire minimum qu'on applique, et ainsi de suite. Et là, on doit pousser la réflexion beaucoup plus loin. Il y a certaines instances, certains partenaires sociaux, certains syndicats, par exemple, qui s'interrogent depuis plusieurs années sur la création d'une charte globale du travail des plateformes. Et donc, ils se disent, effectivement, il faudrait inventer carrément un autre type de concept, et même à la limite de statut, qui consisterait effectivement à considérer un travailleur Uber, un modérateur Facebook, et même à la limite un producteur de clics dans une click farm aux Philippines, ainsi qu'un micro-tâcheron de Amazon Mécanicature, comme des gens qui ont le même statut et qui font le même boulot. Et le boulot est de travailleurs de données, ou alors de digital laborer, si on peut se la jouer un peu à l'anglaise. C'est clair, c'est intéressant, mais c'est quelque chose qui, à mon sens, se heurte au problème de la très très forte variabilité du temps consacré à ces activités. Il y a des personnes qui font ça du matin au soir, par exemple des personnes en Indonésie qui travaillent vraiment du matin au soir pour entraîner des véhicules autonomes et qui arrivent à cumuler l'équivalent d'un salaire moyen pour ce pays-là. C'est clair qu'en France, selon l'enquête qu'on vient de terminer, on n'a pas la même situation. C'est plutôt donc un revenu secondaire. Les personnes qui acceptent de faire du micro-travail pour entraîner les mêmes véhicules autonomes le font comme un revenu complémentaire, mais ô combien nécessaire face à l'érosion du pouvoir d'achat des familles et des foyers en France. Donc on se retrouve par exemple face à des personnes qui ont un emploi et qui en plus réalisent ce travail-là. Donc la question devient beaucoup plus complexe. Et donc face à ça, par exemple, certains, entre autres moi, proposent d'aller dans une direction complètement différente et donc de réfléchir à la possibilité d'un revenu universel numérique inconditionné ou inconditionnel plutôt, et en même temps la première question quand on parle de revenu est comment le financer. Bon, non, la première question est-ce la même chose de celui du mouvement 5 étoiles en Italie? Et moi je dis non, pas du tout. Il ne s'agit pas d'un revenu universel, il s'agit tout au plus de quelque chose qui est vaguement assimilable au RSA en France. Mais donc non, on parle plutôt effectivement d'une somme d'argent versée à chaque personne individuellement chaque mois et qui est indépendante de toute autre situation, de tout autre emploi. Mais comment le financer? Alors là, on a deux écoles. L'école qui est plutôt de certains de vos coéquipiers, on va dire comme ça, donc plus ou moins. C'est la taxe robot. Hein. Je dis coéquipier, mais je me rends compte qu'effectivement
différent, mon Dieu. Bon, bref. Donc la taxe robot. Comme mon candidat au présidentiel. Oui, ok, bon. Mais non, mais il y avait aussi pas. Bon, bref, dans le PS, des personnes qui se rangeaient du côté de la taxe robot. La taxe robot, personnellement, l'impôt sur les robots, je la considère effectivement comme une fausse solution, dans la mesure où les robots sont un faux problème. Les robots sont bien sûr là, mais derrière les robots se cache du travail humain, et donc du coup, une fois que vous imposez une taxe sur le robot, vous reportez cette taxe sur le travail humain, et donc du coup, c'est comme si vous imposiez une nouvelle taxe sur le micro-travail et sur le travail nécessaire pour entretenir, maintenir et faire vivre ces robots. De l'autre côté, effectivement, vous avez cité tu as cité, j'ai décidé de citer tout le monde ici. Qu'est-ce qu'on avait fait du rapport Collin-Collin. Donc ce rapport Collin-Collin, pour les plus jeunes d'entre vous, a été rendu à Bercy en 2013. Bon, on est passionné de littérature crise, donc on lit tous les rapports qui sont rendus au ministère de l'économie et des finances. Et ce rapport-là, c'est franchement quelque chose de spécial, parce que parmi le gris de la littérature crise, contenait un lueur d'espoir, donc c'était l'idée de base de, face à des plateformes énormes, multinationales, qui n'ont pas forcément un établissement stable dans un pays comme la France, où détecter la valeur à imposer. Et donc l'idée de base des deux rapporteurs était de regarder la donnée produite dans chaque pays par les utilisateurs des dites plateformes dans chaque pays. Donc alors, imaginez, par exemple, il y a 60 millions d'utilisateurs de Google, j'exagère évidemment, dans un pays comme la France. On va estimer la quantité de données produites par cette masse de personnes sur une année, et sur la base de ça proposer imposer la plateforme en question. Donc l'idée de base est, utilisons ce type de fiscalité, laquelle, disons, tarde à s'imposer, parce qu'on a tenté de l'imposer en France, on a tenté de l'imposer au niveau européen, entre-temps on ne sait pas exactement ce qu'ils sont en train de faire à Bercy avec la fiscalité du numérique. Bref, on ne va pas dans cette direction, pas encore, mais cette fiscalité pourrait être utilisée justement pour financer des politiques redistributives, entre autres, parmi ces politiques redistributives, ce revenu universel numérique. Voilà. Peut-être pour partager les réflexions qui sont les nôtres. Il y a la taxe sur les GAFA et sur la donnée. Mais moi, je le disais tout à l'heure, j'ai la faiblesse de penser qu'en fait, il n'y a pas une multinationale qui paye les impôts qu'elle devrait payer. Il y a 40% des bénéfices qui sont consolidés dans les paradis fiscaux, ces multinationales. Il manque 20% à l'Union européenne et à la France de recettes au titre de l'impôt sur les sociétés. Et donc quand on dit il faut qu'on ait un taux minimal, très bien, mais si l'assiette est très étroite, ça ne rapportera rien quand même. Donc moi je travaille depuis plusieurs mois maintenant avec un jeune économiste qui s'appelle Gabriel Zucman, qui est prof à Berkeley aux États-Unis, qui travaille notamment en ce moment avec Elisabeth Warren. Donc vous voyez que le débat sur la tranche marginale très élevée sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les successions très élevé, etc., revient dans le débat américain. Donc le socialisme est un produit d'exportation, sans droit de douane. Et j'ai proposé par deux fois, et je vais reproposer dans le PLF, le projet de loi de finances pour 2020, une réforme de la taxe de l'impôt sur les sociétés, en prétendant que nous pouvons faire cette réforme dans un seul pays. Ça consiste, c'est assez simple en fait, à se dire, voilà, il y a un chiffre d'affaires consolidé mondial, il y a un bénéfice consolidé mondial, on connaît à peu de choses près pour toutes les multinationales, qu'elles soient numériques ou pas, le chiffre d'affaires réalisé en France, et donc on fait ensuite un prorata. On prend ce chiffre d'affaires, si ils font 10% de leur chiffre d'affaires en France, on prend 10% du bénéfice mondial consolidé que l'on taxe aux taux qui sont les taux français. Alors, je ne me pose pas, ça c'est indépendant de la base productive, donc en fait ce n'est pas dissuasif pour une entreprise qui voudrait s'installer en France. Cette règle, elle vaudrait aussi pour nous, si un bus se vend, je ne sais pas moi, aux États-Unis, ce serait taxé, le chiffre d'affaires est fait aux États-Unis, donc ce serait taxé aux États-Unis. Et on a opposé la double taxation. Donc on est en train de réfléchir avec Gabriel Zucman à une franchise. Si aux Bermudes, ils ont déjà été taxés à 3,5% sur les 10% du chiffre d'affaires réalisé en France, eh ben, on fera nos 30% moins 3,5% et on taxera à 26,5%. Donc je vais le représenter. Mais c'est quand même, sur la première estimation, c'est 5 milliards quand même de rentrée fiscale en plus.
Ensuite, il faut lutter à toute force contre l'optimisation fiscale agressive. Alors on nous dit, non, mais la fraude fiscale, c'est évidemment c'est du pénal, mais l'optimisation fiscale, c'est juste être malin. Sauf quand l'optimisation fiscale n'a qu'un but, c'est en réalité de contourner, enfin d'échapper à l'impôt. À ce moment-là, c'est, à mon avis, pénalement répréhensible. Quand je dis à mon avis, c'est que j'attends que le parquet national financier, auprès duquel j'ai déposé plainte avec 250 contribuables contre le scandale des Cum-Ex Files, qui était une escroquerie à la taxe sur les dividendes, me disent qu'en effet, une optimisation fiscale agressive, c'est un abus de droit, et donc c'est pénalement répréhensible. Ça, c'est 3 milliards par an. C'est pas rien. Vous mettez 5, vous mettez 3, vous commencez à financer éventuellement un revenu de base. On nous dit souvent, en France, on a un problème de dépenses publiques. Ouais, mais enfin, on a surtout un problème de recettes, qui est un problème français, mais qui est un problème mondial. Quand finalement les gens ont le sentiment que, quand on est... nous, on paye les impôts des hyper riches qui ne payent pas ce qu'ils devraient. Quand les PME ont le sentiment de payer les impôts des multinationales qui ne les payent pas, c'est les fondements même de la démocratie parlementaire. Le premier parlement a été constitué pour consentir un impôt, qui se trouve ébranlé. Et tout ça, ça emporte tout le reste. Ça emporte tout le reste. Et ça fait le jeu jusqu'au jeu des populistes qui disent putain, c'est pas possible. Donc reprenez la main. Vous laissez prospérer un libéralisme débridé qui est une victime considérable. Donc, ça, c'est un premier sujet. Sur la question du revenu de base ou du revenu universel, là aussi, on a proposé un revenu de base qui consistait à fusionner un certain nombre d'allocations, à en élargir le financement pour l'ouvrir à 18 ans, parce que vous avez une majorité pénale en France à 16 ans, majorité civique à 18, majorité sociale à 25. Voilà, vous pouvez aller en prison à 16 ans, mais enfin pour toucher le RSA, il faut en avoir 25. Donc ça nous paraît un peu compliqué, parce que les jeunes qui étaient dans la difficulté, à 25 ans, ils ressortent plus abîmés que si on les avait accompagnés à 18. Nous, on plaide pour l'inconditionnalité de ces aides. Parce qu'on dit qu'en réalité, le fait d'avoir cette aide-là, ce n'est pas une incitation à l'oisiveté, il y a un certain nombre d'expérimentations qui ont lieu, et qui tentent à montrer que ça mène plutôt à plus travailler, pour les enfants à sortir de la pauvreté, à faire des études plus longtemps, l'état de santé de ceux qui en bénéficient s'améliore, ça fait aussi des économies de dépenses. Moi non plus, je ne suis pas fanat de la taxe sur les robots, pour d'autres motifs. Parce qu'en réalité, on est sous-robotisé en France, par rapport à l'Italie, par rapport à l'Allemagne, et par rapport à la Chine aujourd'hui, qui, voyant ses facteurs de production, son avantage compétitif se réduire, est le pays qui robotise le plus au monde. Avec avec des salaires très faibles, ils ont attiré de la production, mais pour les garder, ils robotisent. Et donc nous, en fait, c'est très cynique, on n'aurait pas de base taxable, ou elle serait trop faible. On aurait une forme de désincitation. Bon. Moi, j'ai donné d'autres propositions de ressources. Et puis, il y a en effet ce revenu de base, dont on peut dire soit qu'il est universel, soit ce que nous avons proposé à ce stade, c'est qu'il soit dégressif avec les revenus d'activité. Et ça permet de gérer les transitions professionnelles, à travers le compte personnel d'activité, des droits individuels garantis collectivement, que l'on gère au fond comme on veut. Il peut y avoir aussi ce que tu as évoqué tout à l'heure, qui est une dotation en capital pour tous les jeunes. Là aussi, c'est un vieux débat, vieux sujet. Les travaillistes avaient essayé de le mettre en place avec Giddens. Quand la droite est revenue au pouvoir, ils ont abandonné l'expérimentation, mais eux, c'était un droit qui se créait à la naissance et qui fructifiait jusqu'à 18 ans. En réalité, personne ne l'a jamais touché. Moi, la proposition que je fais, c'est de dire, démarrer dans la vie ne peut pas être le privilège de quelques-uns. Donc, je crée une dotation universelle à 18 ans. On peut discuter du montant. Je suis parti sur 5 000 € pour 800 000 jeunes à 18 ans. Ça fait 4 milliards. C'est le montant de l'ISF. Donc, je vous dis, finalement, on récupère... et la réflexion qu'on amène, c'est de dire, mais finalement, c'est une dotation qui va financer, en tout cas dans le modèle que je propose, de l'investissement durable, formation, permis de conduire, création d'entreprise, mobilité internationale. Et je me dis, il faudrait que ce soit financé par du capital, parce qu'en fait, c'est un investissement en capital, je suis en garde, et je réfléchis, donc à l'ISF, c'est facile, mais je me suis dit, au fond, il y a un sujet qui évidemment est un tabou, qui est celui des successions. Je ne propose pas de taxer les héritages qui ont été constitués par le travail de toute une vie. Et un travail d'ailleurs qui a déjà été taxé au titre de l'impôt sur le revenu. Je dis juste que dans beaucoup de successions, il y a une partie de la richesse créée qui est spéculative, qui est une plus-value qui n'a rien à voir avec le travail. Et que donc on doit pouvoir taxer un peu plus les très grosses successions
pour opérer cette redistribution. Moi, je suis pour une allocation universelle parce que je préfère des droits pour tous que des allocations pour certains. Ça permet de maintenir de la cohésion. Voilà, parce que, comme on dit, hein, les politiques pour les pauvres, ça fait de pauvres politiques. À la fin, ça se réduit parce que les riches en ont ras-le-bol de payer pour les pauvres. Donc voilà, ça c'est une proposition sur laquelle on travaille. Merci. Alors, on va faire attention à votre temps et vos agendas, ils sont contraints, mais je propose qu'on donne la parole à la salle pour quelques questions et prolonger encore quelques minutes l'échange. Qui se lance pour la première question? C'est toujours la plus difficile. Ah, Léo, je savais qu'on pouvait compter sur toi. Il arrive. Donc, bonjour, je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui. Donc moi je vais vous présenter une certaine manière avec laquelle moi je pourrais travailler et avec laquelle je pourrais potentiellement être rémunéré par une façon universelle. C'est le logiciel libre. Moi en tant que développeur chez moi, je peux contribuer à toute une série de projets de logiciels libres. Et ce logiciel libre, en fait, de par sa nature, il y a un contrat de propriété intellectuelle qui fait que je m'engage en fait à redistribuer cette production de code source donc au monde entier et tout le monde peut se l'approprier. Il n'y a pas de, en fait, au final, le travail que je produis, moi, je me le procure pas pour moi, quoi. C'est juste, je le distribue à la société en entier. Et ça peut se reproduire dans le code source, dans la recherche, etc. Et je pense que ça serait intéressant de penser, par exemple, un revenu qu'on pourrait percevoir comme ça, où on s'engage à faire ce travail qui est au bénéfice de tout le monde. Logiciel libre, recherche pour la société en général, où on ne s'octroie pas de droit dessus, etc. Je trouve que c'est une perspective intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, alors, il faut que je le dise. Non, il ne faut pas que je le dise. Ah, c'est une provocation. Bon, voilà, bref. La provocation consiste à dire, grosso modo, si c'est un travail, finalement, c'est un travail scientifique, à la limite, de contribution au savoir humain. Et donc, voilà, il y a déjà des formes de travail qui existent. Par exemple, dans la recherche, on en fait énormément de travail qui est semi-gratuit. Bon, non, attendez, moi j'ai un salaire, donc je cherche justement c'est ça la question de base, et qu'il y a toujours dans n'importe quel travail une partie gratuite, une partie non rémunérée, et une partie qui doit être rémunérée. Dans la meilleure des hypothèses, on arrive à réduire le ratio entre la partie rémunérée et la partie non rémunérée. Après, si on la transforme dans une espèce de mission sociale, comme c'est souvent le cas pour les partisans du open source, du logiciel libre, moi je travaille avec eux du matin au soir, je suis entouré par des devs. En même temps, la question est que c'est une vision du monde qui est, à mon avis, difficilement adaptable à tout le monde. Et ce n'est pas à cause des compétences de Sublime du code que vous avez, mais c'est à cause du fait, tout simplement, que c'est souvent, comment dire, on ne peut pas supposer de la bonne volonté et une envie de s'adonner au bénévolat pour tout le monde. Donc si par contre vous parliez de l'approche open source et l'approche logiciel libre comme une métaphore, et que donc on pourrait imaginer que même dans la métallurgie, que même dans dans les services à la personne, on pourrait adopter une approche de ce type-là. Et là, vous avez contre vous plusieurs siècles de lutte salariale qui ont cherché à éviter ce qu'on appelait les corvées, qui étaient donc des formes de mise au travail qui consistaient grosso modo à assurer pour le seigneur féodal, pour le patron de la communauté, voilà, une partie de travail qui était justement pour la communauté même. Est-ce ça? Et puis après, on passera à une question. Léo Jean. Oui, alors là, c'est une corvée qui est faite pour quelqu'un, mais est-ce que déjà tout le monde a les moyens de contribuer de manière égale à la société? Je pense que ça évolue. Il y a des générations... On sera tous dev.
Non, mais C'est une vision de dev, ça. pas forcément développeur, ça peut s'appliquer à tous les autres métiers. Si on considère que... Si je vous dis que demain on sera tous sociologues, c'est la cata. C'est l'apocalypse. Alors, pour quelle raison on pourrait imaginer que tout le monde adopte le même statut, fasse le même métier, ait les mêmes compétences? Ça, c'est quelque chose qui est... J'ai pas parlé de ça. Je parle juste du fait que si on part du principe que tout le monde sur Terre, on ne peut pas juste s'asseoir sur un transat, au bout d'un moment on finit en dépression parce que on ne sait plus quoi faire. Donc, si tout le monde contribue dans la société à son niveau comme on peut avec ses moyens, forcément tout le monde peut contribuer de manière égale parce que à telle époque il va y avoir tel besoin, à telle autre époque il va y avoir tel autre besoin, les besoins changent. Mais que du coup, par exemple, moi je pourrais m'engager à faire agir dans l'intérêt général et je suis rémunéré entre guillemets avec un revenu universel, mais tout le monde fait ça. Alors, si ce revenu universel est subordonné à votre volonté de vous engager, ça devient un autre type de revenu, un revenu contributif ou participatif. D'autres en ont parlé, mais c'est pas un revenu universel. Universel, c'est effectivement, on le donne même à des personnes qui n'ont pas les moyens de s'engager. Imaginez une personne en situation de handicap ou de maladie chronique. Bien sûr. Alors, donc, dans ce contexte-là, on ne peut pas en plus supposer ou alors imposer à cette personne une volonté de s'engager de la même manière que vous. Bien sûr, mais c'est juste de savoir, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a assez de gens qui contribuent pour faire marcher toute la société, ou alors il y a des gens qui contribuent pas et du coup ça ne marche plus. C'est juste ça. On a bien pris le point et la manière dont tu pensais les choses. Il y a eu un échange sur le sujet, mais en effet le débat est loin d'être clos. Je propose qu'on prenne aussi une autre question, mais volontiers pour en continuer la discussion sur ce sujet. Oui. Merci pour cette intervention. J'avais une question par rapport à la création de nouveaux emplois donc, avec ces nouvelles technologies. Vous enseignez qu'il y a plein donc, de micro-jobs et qui c'était supposé qu'il y avait un rythme de création à peu près égal au rythme de perte de job. Mais si on compare par exemple à l'ancienne révolution industrielle où pour un job créé, il y avait donc pour un job perdu, il y avait un job créé. Là, les technologies qui sont en place surpassent et vont surpasser la main-d'œuvre d'un point de vue cognitif. Donc, c'est-à-dire qu'on va potentiellement se retrouver avec une main-d'œuvre qui ne peut plus rivaliser avec cette technologie, donc potentiellement une classe d'inutiles, de gens qui, sur un plus long terme. Laurent Alexandre. Ouais. Non, mais du coup, c'est plusieurs réflexions que j'ai. Enfin, je voulais voir c'était quoi votre avis plus sur le long terme par rapport au rôle de toutes ces personnes qui ne pourront pas se reconvertir en tant que dev ou qui n'auront pas forcément une valeur ajoutée qui pourra surpasser celle des technologies. Bon, d'abord, l'utilité sociale, elle ne se mesure pas seulement au fait d'avoir un boulot ou pas un boulot. Hein. C'est d'ailleurs ce qui, moi, de mon point de vue, me distingue de ceux qui pensent que quand on n'a pas de boulot, c'est que quand même on n'en cherche pas. C'est un peu plus compliqué que ça. Je crois que les psychologues parlent de bande passante mentale. Quand vous êtes vraiment dans la merde, votre horizon est tellement court que voilà, vous êtes en mode survie. C'est quand même très compliqué. Ça c'est même vérifié avec les travailleurs saisonniers, leur bande passante mentale est plus étroite quand ils ne travaillent pas que quand ils travaillent. Moi, je ne sais pas quel sera le rapport entre destruction et création. Ce que je sais, c'est qu'il y a des nouveaux métiers à inventer, auxquels il faudra donner une valeur, auxquels peut-être on n'accorde plus aujourd'hui. J'évoquais la question de la durée de grève en fonction de l'utilité que l'on accordait aux éboueurs d'un côté et aux banquiers centraux de l'autre. Ça ne peut pas simplement se résumer au niveau d'études. Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on peut se passer, parce que la population vieillit, d'aide ménagère? Moi, je peux vous dire, on peut trouver beaucoup de boulot à faire dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Il n'y a pas besoin de savoir coder. Hein. Et moi, j'ai pas l'aspiration, simplement, que mes parents, c'est pas encore le moment, mais s'ils sont très vieux, soient essentiellement pris en charge par des robots. Voilà. Donc il y aura tous ces métiers à réinventer. Il va falloir faire preuve d'un peu de créativité. On en parle souvent avec FX, qui me dit, mais bien sûr qu'on n'aura plus besoin de gens pour conduire les métros. Mais enfin, si le temps que l'on passe dans le métro, on lui offre quelque chose, on lui offre de la culture,
on lui offre du lien social, on lui offre un moment de prise en charge de questions de santé. On crée des nouveaux métiers. Donc moi, je pense que l'imagination est sans borne et que l'avenir a plus d'imagination que nous. Mais il n'y a pas de gens inutiles. Il n'y a pas de gens inemployables. Vous savez, il y a une expérimentation que vous connaissez peut-être dans 10 territoires en France qui s'appelle le territoire zéro chômeur de longue durée. Et ça part de ce postulat-là. C'est quelque chose qu'assène ATD Carmon, voilà, qui est quand même au contact tous les jours de gens qui sont très abîmés par la vie et qui, au fond, ne demandent rien de mieux que d'être dans la vie. Et cette expérimentation, elle vise à reprendre tout l'argent que l'on consacre à différents dispositifs pour des gens qui sont en chômage de longue durée et à recréer des CDI sur des offres qui n'existent pas dans le territoire, qui ne sont pas forcément très qualifiées, mais qui ont une vraie utilité sociale. Voilà. Et ça marche. Vous avez 2 territoires parmi ces 10 là, aujourd'hui il n'y a plus de chômeurs de longue durée. C'est quand même extraordinaire, mais ça suppose de se dire que chacun a une utilité et que ça se construit. Et pour rebondir, c'est l'un des sujets de Matrice qu'on va adresser à la rentrée, de se dire comment est-ce qu'on sort justement d'une logique purement fonctionnelle, voire fonctionnaliste du rapport au travail, piloté notamment par les coûts, en disant si on est capable de justement libérer du temps humain parce que des machines vont le prendre en charge, si on est capable de désautomatiser les humains parce que des tâches de machines vont être faites par des machines, alors on peut rouvrir le champ de l'expérience du patient, du visiteur, du consommateur pour pouvoir créer d'autres choses. Et là, on retrouve des métiers humains qui, en effet, sont complètement minorés par le type de fonctionnement actuel. Mais voilà, le temps et aussi le coût gagné par l'automatisation d'un certain nombre de jobs, je pense par exemple au job d'hôte de caisse, peut permettre de recréer des métiers à vraie valeur humaine à côté. C'est un sujet qu'on va adresser, voilà, je annonce qu'on va adresser à partir de septembre, ça fait partie aussi de nos enjeux. Allez, peut-être. Merci. Alors, ouais, encore quelques questions rapides. Il y en a une là-bas, une ici, peut-être qu'on peut en prendre deux d'affilée. Jean-Philippe, vas-y, je t'en prie. Allez, on prend 3 questions. Oui, merci pour votre intervention. Et je voudrais vous poser une question. Comme vous observez avec beaucoup d'acuité toutes ces évolutions du travail et l'évolution numérique, si vous pouviez me citer un exemple, une anecdotique ou d'importance, une réalisation qui vous a semblé positive, qui vous a plu, que ce soit en France, partout dans le monde, que ce soit une régulation venue du politique, que ce soit auto-équilibré, que ce soit issu d'une entreprise. Alors, peut-être la deuxième question ici. Bonjour, je me pose la question des transferts de modèles par rapport à la responsabilité des usagers vis-à-vis du coût du travail, de la rémunération du travail dans l'économie numérique. Je pense à une best practice dans le secteur de l'agroalimentaire qui s'appelle C'est qui le patron, que vous connaissez sûrement, Nicolas Chabannes, qui a redonné le pouvoir aux consommateurs de fabriquer des produits qui payent bien les agriculteurs. Et quand on explique, à mon sens, ce que c'est que la rémunération des gens qui travaillent au bout de la chaîne, si les usagers prennent leurs responsabilités, je pense qu'il y a moyen de créer des services qui soient équitables. Est-ce que vous pensez que c'est transférable à l'économie du numérique? Merci. Alors, il y a une troisième chez Brahim, une dernière chez Justine, et puis ensuite. Moi, j'avais une question plutôt pour Antonio, d'ordre plutôt philosophique. On constate depuis quelques siècles une baisse significative du temps de travail, donc la valeur travail. À quoi on pourrait la substituer en fait? Donc ça c'est la première question. Puis une question pour Boris. Comment faire pour que des pommes ne traversent pas des océans, 20 000 km, pour arriver dans les cantines du 10e arrondissement par exemple? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure. Que peut faire l'Organisation mondiale du commerce pour éviter ces aberrations catastrophiques? Alors, deux questions lourdes. On prend la dernière question chez Justine, et puis ensuite on vous laisse répondre. Et oui, mais on choisit. Je veux dire que vous parliez des cantines du 18e, parce que c'est aussi un sujet que je suis beaucoup. Non, j'avais plutôt une question où je rebondis sur Laurent Alexandre qui est arrivé dans la conversation,
Parce que je suis pas mal, effectivement, toutes Pas dans le ces... festival. Non, effectivement, ces dérives sur... aujourd'hui, il veut qu'on compare le QI, enfin bon, bref, qu'on ait des objectifs d'atteindre un certain nombre de QI, etc. Et bon, je trouve qu'on va vraiment très loin pour le coup, mais la réflexion qu'on a aujourd'hui autour du travail, c'est de partir du principe qu'une personne ne peut vivre qu'à partir du moment où elle a une certaine rémunération, une certaine somme d'argent qui lui permet de vivre. Et je trouve qu'on s'éloigne aussi peut-être quelque part, et pourquoi est-ce qu'on ne revient pas à la valeur fondamentale qui est celle peut-être du bonheur, et ce qui ne passe pas forcément par avoir une certaine somme d'argent, et qui donc ne passe pas forcément par avoir un besoin d'un travail ou autre. Donc j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Merci. On vous laisse répondre et du coup conclure aussi. Peut-être je démarre en disant que je crois que le Bhoutan a créé l'indice de bonheur brut, qu'il substitue au PIB, c'est une bonne idée. Je continue en disant qu'il y a un certain nombre d'études économiques qui montrent que plus la société est égalitaire, plus c'est une société heureuse. Et donc en réalité, les écarts de rémunération dans les entreprises, ça crée en réalité du malheur parmi les salariés, en tout cas pas du bonheur. Que les écarts de richesse absolument considérables dans nos sociétés, voilà, donc pour répondre, pour partir à votre question, il y a cette aspiration, ça ne se décrète pas, mais enfin ça se construit. Ensuite, ça suppose d'avoir conscience du fait que dans une rémunération, en tout cas pour ce qui est de la France, il y a des salaires différés, qui ne sont pas de la charité. En ce moment, il y a la réforme de l'assurance chômage, on va baisser les allocations, mais enfin c'est des allocations pour lesquelles on a cotisé, et donc c'est notre salaire. En plus de notre salaire, en réalité, on baisse les salaires en baissant les allocations, et qu'on a sociabilisé beaucoup de choses, donc il y a une dépense publique qui est forte. Et parce qu'ailleurs, on se paye son école, sa santé, sa sécurité, son assurance chômage, sa retraite, sa dépendance, et tout ça et tout ça. Et ben nous, on a mutualisé pour avoir une société qui soit plus égalitaire. D'aucuns veulent le remettre en question, c'est pas mon cas. Ensuite, il y a deux questions, les pommes mais c'est la responsabilité aussi des acteurs publics et des consommateurs. Je ne sais pas comment ça se passe dans le 18e arrondissement, mais dans les Landes, on a une plateforme qui s'appelle AgriLocal. Et toutes les cantines peuvent passer une forme d'appel d'offres très simplifié sur cette plateforme, où les producteurs peuvent répondre pour aller livrer 10 kilos de pommes dans un collège, 12 poulets dans une voilà. Mais à un moment donné, on a une responsabilité personnelle. Alors, on a la possibilité d'avoir une forme d'écluse tarifaire aux frontières pour que, en effet, ce qui est dégueulasse sur le plan sanitaire et social, soit ne rentre pas, soit taxé. C'est-à-dire réinternaliser les coûts. Combien coûte en termes environnementaux le fait de faire traverser les pommes par 5 livres? Et donc vous allez payer vos pommes plus chères. Là, vous allez payer jusqu'à présent moins cher. Mais je suis d'avis aussi que quand nous, on exporte des produits dégueulasses, il faut que ça soit taxé aussi. Donc ça marche en entrée et en sortie. Mais tout est lié. Si les pommes coûtent plus cher, ben, il faut quand même que, d'une certaine manière, on gagne mieux notre vie. Donc la question du partage de la valeur, de qu'est-ce que la richesse, reste totalement posée. Et moi, de rebondir, il y a plusieurs questions qui sont passionnantes. La question évidemment du bonheur et de comment s'imaginer d'autres manières de mesurer la valeur économique est une question énorme, ouverte. Même au niveau du débat universitaire, il y a carrément toute une nouvelle discipline, du moins un domaine de recherche qui s'appelle Evaluation Studies, qui est désormais en plein essor et qui s'interroge justement sur la pertinence de nos indicateurs économiques classiques pour mesurer effectivement la valeur. Je trouve, pour rebondir un peu sur ces expériences qu'on mène dans certains pays, justement sur la recherche de nouvelles valeurs à adopter et à adapter effectivement à notre mode classique de valuation, c'est-à-dire d'attribution de valeur, donc le lien à la limite entre valeur culturelle et valeur économique, que les expériences les plus intéressantes que j'ai étudiées, carrément passionnantes, c'était pas des start-up, c'était pas même des start-up éthiques, mais c'était même des expériences menées dans des pays comme la Bolivie. Alors j'ai passé une période en Bolivie l'année passée, 2018, étudier quelque chose qui semble très très éloigné de ce que je fais normalement. C'était en fait les modalités de redistribution de valeurs et richesses autour d'un commun naturel qui était donc le salar de Uyuni. Le salar de Uyuni est le plus grand désert de sel du monde. Enfin, c'est pas un
désert. C'est un lac de sel qui est très important. Pourquoi? Parce que du sel, on peut extraire le lithium. Le lithium est nécessaire pour nos batteries. Nos batteries, on les retrouve dans nos smartphones ou dans nos enceintes connectées ou dans nos véhicules autonomes. Donc c'est quelque chose qui est en lien avec ce que je fais. Si vous voulez, c'est bout en bout. Hein. C'est le début de la chaîne de valeur qui conduit effectivement à l'analyse de l'économie des données. Et j'ai remarqué en effet que le gouvernement bolivien a pris des décisions très, très claires de partage et effectivement de collaboration de 3 types d'entités, des syndicats d'agriculteurs, des syndicats des mineurs, des communautés locales et des producteurs justement de manufactures de lithium, pour redistribuer la valeur de manière équitable entre ces 3 entités. C'est pas simple, mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Si on appliquait justement de bout en bout, à l'autre bout de la chaîne productive, ce même principe à l'économie des données, on serait dans une situation qui pour moi est vraiment intéressante à étudier et qui en plus, dans le contexte bolivien, même équatorien, hein, parce qu'il y a d'autres pays qui commencent à adopter ça, est à inscrire dans une philosophie de vie qui rejoint un peu l'idée de l'index du bonheur, qu'on appelle la summa camagna, qui en langage aymara veut dire le vivre bien. Et le vivre bien s'articule selon différentes dimensions. L'une de ces dimensions, c'est bien travailler. Et bien travailler signifie aussi, par exemple, savoir repartir le travail, non pas sur une base volontaire, mais sur une base justement contributive, selon, à chacun selon ses possibilités, et après à redistribuer effectivement selon ses besoins. Donc vous voyez en effet qu'on s'éloigne beaucoup de l'économie numérique, et c'est ailleurs qu'on peut trouver, à mon sens, des indications, des orientations qui peuvent être très intéressantes pour nous aussi. Merci messieurs, merci d'avoir aussi bien lancé